Donc l'exposition Comme le jour se fait lorsque la nuit s'en va est une exposition qui reprend son titre à une installation qu'on avait présentée à la Biennale de Lyon il y a quelques années, qui s'appelle Comme la nuit se fait lorsque le jour s'en va, qui est un vers de Victor Hugo. Dans cette exposition, on essaye de travailler autour de l'idée de la transformation et de la lumière aussi. Les moments qu'on vit sont des moments compliqués, chaotiques et assez difficiles, les uns et les autres, pour diverses raisons en ce moment. Et c'est une tentative aussi de transformer les choses. Quand on rentre, on commence toujours tout de suite par une installation qui s'appelle Index des soupirs. Et ce sont des photographies de personnes dont on voit uniquement les yeux au moment de leur soupir, qui sont enregistrés et visualisés par un graphe sonore et avec un QR code présent sur la photographie. On peut écouter ces soupirs. Ça vient d'une pratique aussi qui nous a toujours fascinés, c'est que dans la musique orientale, il y a énormément de soupirs et que c'est peut-être une chose qu'on peut faire en ce moment. On a du mal à parler les uns les autres, mais peut-être qu'on peut soupirer ensemble. Le soupir, ça peut être quelque chose d'aussi bien positif que négatif, c'est-à-dire on soupire quand on n'en peut plus, mais aussi quand on éprouve certains plaisirs. Le soupir, c'est aussi une façon d'introduire le souffle, qui est une des thématiques qu'on va retrouver durant toute l'exposition. Et dans les index des soupirs, il s'agit avant tout de portraits, c'est-à-dire qu'on a capté l'instant où ce soupir s'est exprimé. Donc c'est aussi une relation entre la personne qui soupire et nous. Et puis les soupirs, c'est une frontière, on ne le sait pas très bien. Et si c'est douleur, jouissance, agacement, joie, il y a comme ça une sorte de flou dans chaque soupir et la personne qui écoute doit l'interpréter. Et c'est une manière aussi de re-questionner cette relation à l'autre. Et il y a une petite pièce sonore aussi avec des soupirs qui remontent le long de l'escalier et qui vont nous accompagner pendant un moment pendant qu'on fait la visite de l'exposition. Une autre pièce est liée à la notion de souffle, bien entendu, c'est celle qu'on voit là, qui est But My Head Still Singing, qui est une pièce qu'on avait déjà présentée, qui date de 2021, et qui renvoie un tout petit peu à ce mythe d'Orphée. Orphée, tout le monde se souvient lorsqu'il va reperdre Eurydice, mais peu de gens se sont interrogés sur ce qu'il advient. En fait, il va continuer à chanter, mais de plus en plus tristement. Les Ménades vont en avoir assez, vont le tuer, le dépecer et le jeter à la mer. Et sa tête échouera à Lesbos. Et sa tête seule continue de chanter. Donc But My Head is Still Singing est une invocation de la figure d'Orphée, où on va la projeter sur deux vitres brisées et qui vont frétiller. On va donc, à partir de plusieurs poèmes, demander à des personnes de les dire. C'est une installation sonore donc sur deux écrans. Si on regarde bien dans la tranche des écrans, on peut voir qu'il y a un écran qui est brisé, qui est tenu par deux autres écrans. Donc c'est un peu cette idée de supporter et de transformer ce qui est en fait de la destruction, une vitre brisée, qui devient un écran sur lequel on va projeter les mots des poèmes et les voix de l'autre, avec les courbes sur l'autre écran. Il y a 7 personnes qui disent ces poèmes qui sont écrits par Ovide ou Virgile, Rilke, Adnan, Goethe, c'est très divers. Et donc cette idée que Orphée, c'est un poète qui a fasciné les autres poètes aussi, parce qu'on dit souvent que justement le moment où les Ménades le démembrent et jettent son corps comme ça à travers le monde, furieuse parce qu'il n'aime qu'Eurydice et qu'il est encore dans cet amour, sa tête va continuer de chanter. Et cette tête qui continue à chanter, c'est justement comment la poésie peut confronter la catastrophe. Donc beaucoup de poètes ont écrit autour d'Orphée. Et pour nous, c'était une manière aussi de se poser la question de est-ce qu'on peut continuer à créer
quand on est face à des catastrophes, quand on est face à ce monde et ce chaos. Et peut-être que ce qu'on peut opposer justement au chaos, c'est la poésie. Cette transformation, on la voit aussi dans ces boîtes lumineuses. Dans les boîtes lumineuses, c'est plutôt cette idée qu'on reprend le même processus, donc du verre brisé, qui est tenu par deux autres verres, donc qui se transforme pour devenir écran de projection. Et sur cet écran, il y a des poèmes, des vers, des poèmes qui sont écrits, soit un verre qui vibre et qui dans son chant déjà s'est brisé, ou justement comme la nuit se fait lorsque le jour s'en va, My Heart is Still Singing, et d'autres qui justement disent quelque chose comme une correspondance, ça s'appelle des correspondances lumineuses, pour dire que justement entre les soupirs, les correspondances et les souffles, il y a quelque chose qui peut circuler, qui est de l'ordre de la réflexion autour de la réparation, de la restauration de quelque chose. Il y a aussi la rencontre dans l'idée de ces correspondances lumineuses, parce qu'en fait, ce qu'on a fait, c'est que les photographies sont photographiées, les deux vidéos sont projetées dans un écran, et la photographie capture cette rencontre, cette superposition de ces deux temporalités qui sont faites à des... Donc on voit les deux vidéos qui sont captées en un instant, qui est presque unique, et en même temps, il y a tout un travail, comme souvent chez nous, un rapport à la présentation de cette œuvre, dans le sens où le réel et la représentation sont questionnés selon où on se pose, on voit plus ou moins bien la photographie ou la véritable destruction ou la réparation. Donc c'est là où on se place devant ces correspondances lumineuses, on voit quelque chose de différent. Il y a comme une participation qui est demandée à l'autre et aussi un espace pour lui. Et ce sont une installation qui invoque aussi cette idée de mixage, c'est-à-dire que ce n'est pas clairement, les mots se mélangent parfois, se croisent, les voix sont exténuées, tout n'est pas clair et c'est brouillé. Et ce brouillage, en fait, a à voir avec une fragilité et une instabilité. Et ça aussi, c'était pour nous une façon de rendre compte de ce réel dans lequel on est, mais aussi de le poétiser. C'est-à-dire que les personnes qui sont en train de réciter les poèmes, leurs voix parfois se chevauchent, s'entrecroisent, se répondent, parfois se grouillent les unes des autres, et ce sont des voix qui ne sont pas des voix qui vont clamer, mais qui disent aussi leur fatigue, mais qui disent aussi leur désir et leur nécessité de continuer. Sur les vagues sanglantes, toi, Stone City, comme pour l'arrêter d'un effort doux et vain. Alors pour Sarcophage aux amours ivres, c'est venu d'une expérience qu'on a vécue au Liban, puisqu'on allait voir ce musée national, qui est un musée où on aime se rendre, qui était sur l'ancienne ligne de démarcation au Liban. On y allait en famille et on nous dit qu'il était dans le noir. En fait, on arrive à la porte du musée avec nos enfants et la personne en charge nous dit si vous voulez rentrer, mais pour le moment, on a des problèmes d'électricité parce que le Liban est un pays qui est privé de l'électricité normale. On a très peu d'heures d'électricité et après, il faut s'abonner à des groupes électrogènes et c'est extrêmement coûteux. Donc, c'est aussi un pays qui, depuis 2019, vit un énorme effondrement financier, politique, de tout ordre, qui a culminé avec l'explosion du 4 août 2020. Donc, ce musée aussi, il est dans cet état de fragilité, mais surtout à ce moment-là, parce que maintenant, ils ont trouvé aussi ça va mieux, mais ce moment-là, donc on rentre avec nos enfants en se disant bon, on va pas rester parce que c'est donc dans l'obscurité, mais ce qui nous a énormément surpris, c'est de voir il y avait beaucoup de gens, beaucoup de visiteurs, et qu'armés de leur téléphone et des torches de leur téléphone, ils faisaient la visite. Mais en éclairant, ils créent aussi des ombres, et ces ombres deviennent de plus en plus inquiétantes. Et à travers ce travail sur les ombres, on rentre aussi dans une autre dimension qui devient presque surréaliste. Ce qui nous a beaucoup frappé, c'est que effectivement, les gens faisaient leur visite comme si
la situation était là, de fait, qu'il n'y avait pas une exceptionnalité à ça, quelque chose d'exceptionnel. Et il y avait même un guide qui faisait le tour. Et bien sûr, il y a d'abord quelque chose de très émotionnel à voir ça. Mais effectivement, dans l'art, très souvent, il y a eu des expériences comme ça. Des gens qui ont mis une exposition dans le noir ou un musée de nuit, pas éclairé. Là, ce n'était pas le cas. C'est le fait que, justement, c'est un état qui perdure et donc il faut s'adapter. Et on ne peut pas revenir le lendemain pour visiter. Parfois, il n'y aura peut-être pas d'électricité non plus. Et donc, effectivement, il y avait quelque chose de fascinant dans cette visite et ce côté très organique qu'elle prenait. Mais aussi, au fur et à mesure, ces torches créaient des ombres et de ces ombres, ça devenait presque quelque chose de science-fictionnel, comme si les œuvres de ce musée prenaient en fait leur liberté et leur autonomie et presque se libéraient de tout. En fait, elles perdaient un tout petit peu leur topographie, leur échelle, le lieu où elles étaient, parce que ces plans avec les lumières si ponctuelles jouaient sur les réflexions, les monstruosités des ombres et nous permettaient d'entrer dans d'autres dimensions. Les tapisseries qu'on voit ici sont tirées d'un projet qu'on appelle On-Conformity, discordance. Depuis quelques années, Khalil et moi, on s'intéresse beaucoup à l'archéologie, à la géologie, et on suit des archéologues sur des chantiers. On a fait des installations comme les time capsules, où on travaille autour de carottage, mais aussi d'autres. On a eu beaucoup d'aventures diverses en suivant ces archéologues. Et le terme unconformity, discordance, vient de cette idée que de cette réalité géologique que deux séquences temporelles qui ne devaient pas se rencontrer, qui étaient séparées, se retrouvent côte à côte après une catastrophe. Et cette idée de régénération après une catastrophe, ou en tout cas de création de quelque chose d'autre, est quelque chose qui est central à notre réflexion. Et cette idée aussi qu'après chaque cycle de destruction, vient aussi un temps de construction qui nous donne un peu d'espoir et qui secoue un peu notre rapport au temps et notre rapport à l'histoire. Et sur un des chantiers archéologiques, on avait suivi notre ami Hadi Chouairi sur un chantier au nord du Liban. On a rencontré un archéologue qui faisait une pratique assez étonnante. En fait, c'est un chantier d'archéologie préhistorique, donc ce sont les restes archéologiques, ce sont des graines, des restes humains, des cendres. Et du fait que ce site était dans un lieu un projet immobilier en cours de réalisation, mais immédiate et très urgente, l'archéologue a inventé un mode de représentation des occupations précédentes avant que ce lieu ne change définitivement. Parce que pendant qu'ils travaillaient, les bulldozers étaient déjà en train de détruire, donc il fallait qu'ils aillent très très vite. Et on le montre dans la vidéo Palimpseste, qui est aussi présentée dans l'exposition. On voit les bulldozers à l'action, alors que le chantier est encore fouillé par cet archéologue. Oui, on a voulu mettre la vidéo Palimpseste pour montrer bien sûr tous ces cycles dont on parle et ce rapport au micro, au macro, qui nous ont paru très importantes pour comprendre l'histoire, parce qu'on a besoin autant du plan d'ensemble que du plan resserré, du macro, du micro, de la continuité, de la rupture, de la discontinuité. Mais aussi des yeux des autres, voilà, pour pouvoir voir, parce que pour l'instant, nous, on ne voyait rien. Et cet archéologue avait... Donc, prenez 1 mètre cube de terre de différents endroits de ce site et les tamisait pour essayer de voir les présences humaines il y a 15 000 ou 30 000 ans. Sur des bouts de gaz, il prenait justement ces parties, ces fragments, et avec des tamis, avec des ouvertures différentes, il faisait comme ça des compositions pour laisser comme une empreinte. En tout cas, il avait inventé pour lui un procédé. Et il nous disait bien que ce n'était pas un procédé
très conforme aux pratiques archéologiques, parce que tout le principe de l'archéologie, c'est qu'il y a des fouilles et après les post-fouilles. Donc ce sont toujours des travaux de transmission. Il y a quelqu'un qui fait des recherches et après il doit les transmettre à d'autres pour pouvoir. Or lui, du fait de la nécessité et de la destruction de ce lieu, il avait inventé son propre mode. Khalil, à ce moment-là, a fait des photographies. Ces photographies étaient dans notre studio au Liban, à Beyrouth, et le 4 août 2020, quand il y a eu l'explosion au port de Beyrouth, où un tiers de la ville a été totalement détruite, soufflée, l'atelier qui n'était pas très loin aussi a été totalement détruit. En tout cas majoritairement, et les œuvres qui étaient à l'intérieur. Et ces photographies se sont retrouvées totalement déchiquetées, ça, on ne savait pas trop quoi faire avec. Et à partir de là, on s'est mis à réfléchir à comment on pourrait quelque part les rassembler, les retisser, les transformer et les retisser d'une certaine façon. Et Tel Adnan, qui était une chère amie, nous disait que la tapisserie restaure. Tisser, c'était d'une certaine façon un travail dans le temps et sur le temps et que ça répare. Et donc on a commencé à travailler avec le musée de Tilburg avec leur laboratoire de recherche, parce qu'il y avait quelque chose qui nous intéressait, c'était d'essayer de rendre compte dans un procédé qui est en 2 dimensions, puisque la tapisserie est un procédé de juxtaposition, comment travailler des superpositions, parce que nous, on rendait compte dans ces photographies, d'une certaine densité et d'une stratification archéologique. Oui, et en fait, ce qui nous intéressait beaucoup, c'est malgré le fait que, bien sûr, on travaillait sur des machines et que c'était un tissage mécanique, on voulait recréer cette tridimensionnalité de la façon dont l'archéologue posait ces bouts de gaz sur de la terre, où il y avait des petites fleurs qu'on voyait au travers de la transparence de ce tissu, et puis les pierres qui, bien sûr, prennent des formes et des tailles très diverses. Et c'est ça qui nous a énormément motivés. C'est cette idée de faire une tapisserie où il y aurait de la densité, comme c'est Khalil, mais aussi de la profondeur. Et là, on est entré dans un monde que nous, on ne connaît pas, qui n'est pas du tout notre médium à la base, et c'est une expérience, une aventure spécifique à ces photographies, parce que pour nous, c'était exactement le même principe que la photographie, étrangement. Parce que nous, on se voit et on se définit un peu comme des photographes dans beaucoup de choses qu'on fait. Et cette idée de la tapisserie, c'est d'abord quelque chose qui prend énormément de temps, parce qu'il faut choisir les fils, les couleurs, mais pas seulement ça, aussi les textures. Et aussi, on ne sait pas, avant de tisser, ce qui va se passer. C'est un peu comme la photographie argentique. Quand on faisait des photographies, et c'est le bain, le développement qui révélait l'image. On a eu ce même sentiment avec ces tapisseries. C'est-à-dire que ce n'était absolument pas théorique comme procédé. Ça ne peut être fait que pratiquement et en le faisant. Donc il y avait un côté performatif dans ces tapisseries, parce qu'en fait, tout le travail va consister sur les propriétés mécaniques et physiques de nature des fils, c'est-à-dire la tension de chaque fil, selon qu'il est d'un matériau, d'un tressage ou d'une densité différente, qu'il soit mercerisé en coton, en lin, etc., va avoir des propriétés mécaniques différentes et donner la sensation qu'il donne une profondeur à un monde qui est plat. C'est une série de 6 tapisseries qui sont les 6 représentations de ces emplacements archéologiques. Et c'est vrai qu'il y a aussi cette idée que de loin, on ne sait pas, on ne reconnaît pas très bien une tapisserie, on a un peu l'impression que c'est quelque chose de pictural, d'une photographie. Et quand on s'approche, on voit les diverses perspectives et le travail, en fait. Il y a aussi, pour moi, elle m'évoque aussi, pour toi aussi, j'espère, la résistance, quelque chose qui résiste, en fait. Donc non seulement parce que quelque part, ces photographies détruites, on en a fait quelque chose d'autre, comme beaucoup de choses dont on parlait dans l'exposition, cette idée de recréation, de transformation, mais aussi de résistance, quelque chose qui est là et qui résiste à travers la résistance du fil, mais aussi la résistance de l'œuvre qui est là.